Ok, c'est parfait. Alors, donc, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien chez vous. Ok, aujourd'hui, je vais présenter un peu la suite donc de l'analyse asymptotique. Donc, la dernière fois, on avait supposé que euh, les erreurs étaient non autocorrélées et qu'il y avait de l'homocédasticité. Donc, il y avait un certain nombre de propriétés qu'on avait supposées qui garantissaient la convergence et aussi la loi normale asymptotique donc du paramètre bêta chapeau. Excusez-moi. Hein. Oui, et je disais que donc on avait montré la convergence du paramètre bêta chapeau, donc aussi simple qu'on le connaissait, x prime x moins 1 fois x prime y était un paramètre qui converge et que ça suivait une loi normale asymptotiquement. Donc c'était le résultat qu'on avait vu dernièrement. Et donc aujourd'hui, en fait, on va juste lever le paramètre donc de l'homocédasticité et de la non-autocorrélation des erreurs et pour voir comment est-ce que le paramètre bêta chapeau va se comporter. Et aussi, on va essayer de voir dans le cas donc, des variables instrumentales quels résultats on obtient. Donc, ce sera un peu donc, la deuxième partie du rappel et ce sera tout ce qui concerne le rappel. Et puis, je vous enverrai donc ce qu'on fera le vendredi prochain donc, en MATLAB. Pour ceux qui sont bons en MATLAB, peut-être que ça ne sera pas utile parce que ce ne sera pas de cours de MATLAB, mais c'est de l'initiation ou alors des codes qui vous permettront de faire le TPI que vous avez reçu en fait. Ok, c'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Okay. On peut réviser WALD aussi, ou la statistique WALD. Je pense qu'elle l'a abordé beaucoup dans la dernière session, là, dernière séance. Oui, la statistique de WALD, c'est... Non, je ne l'ai pas ici, mais c'est toujours les mêmes formules. Il n'y a rien qui change. Je ne l'ai pas mis ici, mais la statistique de Wall, comme on l'avait vu, c'est la formule seulement qu'il fallait juste bosser et savoir que ça suit une loi de Kidde ou de Fischer. OK. OK. Bon, voilà. Donc, comme je le disais tantôt, on avait supposé que les XT sont exogènes et qu'elles sont indépendantes donc de epsilon t. Et cette fois-ci, c'est qu'on va supposer les epsilon t qui ne sont pas sont autocorrélés et qu'il y a de l'hétérocédasticité, c'est-à-dire que l'espérance de epsilon t, epsilon s, donc quand t est différent de s, elle donne une valeur qui n'est pas nulle, okay? Et que la variance également n'est pas la même pour tous les epsilon, c'est-à-dire que epsilon t au carré est différent de epsilon s au carré lorsque t est différent de s. OK? Voilà, parce que la loi normale, la loi des grands nombres qu'on avait vu, il fallait que les variables zt soient vraiment indépendantes et identiquement distribuées pour pouvoir dire que la moyenne converge vers l'espérance. Mais dans le cas où en réalité les variables ne sont plus identiquement distribuées et indépendantes, est-ce que la moyenne converge toujours vers l'espérance? Non. Voilà, donc on va montrer en fait quelle est la nouvelle version de la loi des grands nombres. Donc la nouvelle version de la loi des grands nombres, c'est que si au moins on connaît l'espérance de chaque variable zt et que ces espérances-là ont une limite mu bar, c'est-à-dire que pour chaque, on essaie de calculer la limite donc de la moyenne des espérances, on a sa valeur, okay, qui est mu bar, parce que ça c'est la moyenne des mutés. Okay, donc la moyenne des espérances. Alors, la moyenne converge aussi vers la moyenne des espérances. Donc, la loi des grands nombres ici dit simplement que la moyenne converge vers la moyenne des espérances. La moyenne converge vers la moyenne des espérances. En fait, ce n'est rien d'autre que le cas général.
Parce que le cas qu'on a vu précédemment où on dit que la moyenne converge vers l'espérance, c'est simplement parce que quand tous les éléments, okay, tous les mutés sont identiques, égales à mu, vous allez voir que ceci, donc cette moyenne de toutes les constantes sera encore mu. Et la limite sera encore mu. Donc, on aurait les mêmes résultats si on se trouvait dans le cas où les ZT sont indépendantes et identiquement distribuées. Ce cas s'applique en même temps parce que vous aurez les mutés égales à mu pour chaque t. Et donc, quand vous remplacez muté par mu, cette somme, 1 sur t, somme des mu, sera égale à mu. Et donc, la limite sera égale à mu. Et donc, mu bas sera égal à mu. Donc, vous allez voir que la moyenne va converger effectivement donc, vers l'espérance. Voilà. Maintenant, donc, notre cas particulier ici, il faut le retenir, c'est que si les espérances sont connues pour chaque t, et on a la limite, okay, la limite de la moyenne des espérances, alors la moyenne donc, de la variable converge vers la moyenne des espérances. OK. Maintenant, dans le cas, donc, on a muté égal à 0, ben, c'est encore simple, ça rejoint donc l'ancienne version. Si chaque muté égale à 0, parfait, c'est bien. Donc, la moyenne des mutés sera égale à 0. Et donc, cette moyenne va converger vers donc 0. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? OK, donc ça, c'est la loi des grands nombres en version, donc, quand on a une des variables qui sont indépendantes et qui ne sont pas indépendantes et identiquement distribuées. On va voir aussi le théorème central limite dans ce même cadre-là, lorsque les lois ne sont pas indépendantes et identiquement distribuées. OK? Alors, donc, mais dans un cas particulier où on a donc des espérances quand même qui sont nulles. Lorsque les espérances sont nulles, alors donc le théorème central limite peut être résumé à ça. Donc, vous aurez toujours 1 sur racine de t, somme des ZT, va converger vers la loi normale 0, V tilde. Cette fois-ci, V tilde n'est pas seulement la variance, n'est pas la variance de ZT, comme on avait vu précédemment. Précédemment, ici, c'est juste la variance de l'un des ZT. Mais ici, vu que les ZT ne sont pas identiques, donc vous ne pouvez pas choisir un ZT simplement, mais il faut calculer donc la variance la limite donc de la variance de ZT et virgule ZTJ. Donc, c'est ça en fait, la formule, si elle est quand même assez lourde. Bon, vous avez l'avantage que vous allez composer en ligne, donc assurément que vous aurez les formules, mais c'est mieux de les bosser. Mais je sais que dans l'examen, quand même, vous n'aurez pas écrit la formule exacte de cette expression, mais vous aurez quand même l'examen en ligne, donc vous n'avez pas de problème avec les grosses formules. Mais comprenez juste que cette expression, ce n'est rien d'autre que quelque part la variance-covariance, ok, de ZT avec ses retards par C. Donc, on essaie de tendre ça vers l'infini. D'accord. C'est quoi la différence avec le théorème central limite précédent? Avec le théorème central limite de bas ou bien standard, ici, ce n'est rien d'autre que la variance d'un seul élément Z. C'est la variance d'un seul élément Z. Mais ici, vu que les Z ne sont pas identiques, voilà, donc la variance qui est considérée ici, c'est la limite donc, de cette expression-là. Cette expression, c'est quoi? Donc, c'est la variance qui, quand vous voyez bien, c'est comme la somme des espérances de ZT fois ZT prime, donc une sorte de variance de ZT, ok? Et vous allez voir ici, et ça c'est une sorte de covariance de ZT et ZTJ, ZT moins J, ok? Et on fait la somme en fait sur toutes les valeurs, parce que c'est comme, on a les ZT, il y en a de 1 jusqu'à grand T, donc il faut prendre chacun, combiner avec l'autre, pour calculer les variances conjointes donc, de chaque binôme. Et c'est ça qui donne en fait cette expression. Et on fait donc la limite. Okay. Donc, c'est la somme en fait des variances plus donc la somme des covariances. Okay.
la somme des variances plus la somme des covariances. Par exemple, si vous voulez calculer, par exemple, la covariance qu'il y a entre x et y, ça fait la variance de x plus la variance de y plus 2 fois la covariance de x, y. Et donc, vous voyez ici, ça c'est la somme des variances. Donc, variance de x plus variance de y plus la somme des covariances en fait. Donc, il y a les covariances aussi qu'il faut calculer. Ça vous aidera peut-être à mémoriser. OK. Alors, donc, on va se servir encore de ces deux propriétés-là pour trouver un peu donc, la convergence de bêta chapeau. Donc, le bêta chapeau est toujours le même. Et on va voir qu'effectivement, on pourrait le faire converger. OK? Dans le cas où on a encore l'hétéroscédasticité ou bien la non, ou bien l'autocorrélation des erreurs. Donc, c'est quoi ça, cette expression? Je l'avais calculé la dernière fois. On avait trouvé bêta chapeau moins bêta qui donnait ça parce qu'on essayait de faire apparaître donc le 1 sur t ici, 1 sur t ici. Ça, on l'avait déjà expliqué. Donc, cette expression, d'après donc la loi des grands nombres, va converger vers qx moins 1. Parce que les xt, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Ils vont toujours suivre le même procédé. OK? Et puis, ici, c'est ça le problème. Maintenant, il faut savoir détecter ceci, à quoi ça correspond maintenant. OK? Parce que ça, il n'y a rien qui a changé là-dessus. Je le dis, il n'y a rien qui a changé là-dessus sur les xt. Les xt, il n'y a rien qui a changé. C'est au niveau donc des epsilon t que quelque chose a bougé. Donc, il faut vraiment savoir, OK, est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on va utiliser donc le théorème central limite pour celui-là, okay, ou bien la loi des grands nombres pour celui-là. Parce que, vous voyez bien, les epsilon t, xt ne sont plus indépendantes. Okay? Comme elles ne sont plus indépendantes, donc on va appliquer notre nouvelle loi des grands nombres qui consistera à dire que cette moyenne va converger vers va converger vers la limite, la limite donc de la moyenne des espérances, ici. Voilà, c'est ça. Donc, la moyenne va converger vers la limite des espérances. Donc, les mutés sont les espérances. Donc, c'est la limite donc, de la moyenne des espérances. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qu'on utilise ici. Donc, la moyenne, donc, ça, la moyenne, ça, converge vers la limite donc, de la moyenne des espérances. Alors, c'est quoi la moyenne et c'est quoi les espérances? Donc, l'espérance de xt epsilon t, on sait faire. C'est quoi la loi des espérances itérées? Ça fait l'espérance de xt epsilon t sachant xt. Donc, on peut faire sortir le xt. On aura l'espérance de epsilon t sachant xt, cette valeur qu'on connaît qui est nulle, toujours, dans ce cas. Mais dans le cas donc, de variables instrumentales, elle ne sera pas nulle. Okay, vu qu'elle ne sera pas nulle, on va changer encore notre procédé. Et donc, si ceci est 0, donc tout ceci va donner 0. Donc, l'espérance de xt epsilon t sera vraiment 0. Donc, cette expression est nulle. Donc, la somme est nulle. Donc, la moyenne serait nulle. Donc, la limite serait nulle. Donc, on peut finalement dire que ceci converge vers donc 0. Donc, c'est-à-dire ça va converger vers 0. Donc, on va appliquer Slotsky pour dire que si on applique le Slotsky, on va dire que bêta chapeau moins bêta va converger vers qx moins 1 fois 0. OK? Si tel est le cas, si bêta chapeau moins bêta converge vers 0, alors bêta chapeau converge vers bêta. Donc, bêta chapeau est convergent. Donc, le fait de supposer l'hétéroscédasticité ou l'autocorrélation entre les erreurs n'empêche pas la convergence de bêta chapeau si du moins les autres propriétés sont assurées. Okay. Propriété de l'exogénité de xt. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions? Ok. Est-ce que c'est possible pour vous peut-être de faire des projections au cas où peut-être que vous avez des choses plus
particulière que vous voulez peut-être comprendre, vu qu'on ne pourra pas se voir présentiel. Il va falloir peut-être que vous me montrez peut-être votre écran pour que je vois ce que vous voulez peut-être comprendre. Voilà. Il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir prendre vos questions aussi pour savoir exactement ce que vous voulez comme question de manière plus précise aussi, au cas où vous l'avez. Prof? Oui. Ok. Est-ce que vous pouvez revenir sur la première page? Je vais bien comprendre la notion de ZT suit une non-IID. Oui. Et quand vous dites la moyenne mu bar égale à la moyenne des... La limite de la moyenne. La limite de la moyenne, là, je suis un peu embrouillé. Okay. On a plusieurs espérances et on calcule la moyenne des espérances. Je ne comprends pas très bien. C'est ça, parce qu'en réalité, chaque ZT est particulier en soi. Avant, ils étaient tous identiques. Ils sont indépendants et puis ils sont identiques. Et donc, leur espérance est commune. C'est la même valeur de leur espérance. Et ici, chaque ZT est identique en soi et chaque ZT a son espérance qui est mutée. Ok. Si je comprends bien, le ZT, en fait, c'est une matrice qui a des variables différentes dedans, c'est ça? Parce que moi, je voyais ZT comme une variable. Oui, c'est une variable aléatoire. Donc, cette variable aléatoire peut être un vecteur comme un réel, comme une matrice. Donc, Z1 suit une loi qui est différente de Z2, c'est ça? C'est ce que je veux comprendre. Ok. Donc, quand on dit ZT suit une loi IID, c'est pour dire que chaque ZT, je veux dire ZT, ZT-1, ZT-2, Z1, Z2, Z3, elles sont toutes identiques et puis elles sont indépendantes. Mais ici, qu'elles ne sont pas non IID, enfin, qu'elles ne sont pas IID, ça veut dire que Z1 suit son chemin, Z2 suit sa loi, Z3 suit sa loi, chacun suit sa loi. Maintenant, chacun a son espérance. Et donc, on va essayer de calculer la moyenne des espérances. Donc, on prend l'espérance de chacun, on calcule cette moyenne-là. Et on se dit, OK, si on a la moyenne des espérances, c'est que la loi des grands nombres peut nous rassurer que la moyenne des individus aussi, la moyenne de chacun va converger vers la moyenne des espérances. Le principe, quand même, c'est presque la même notion. C'est-à-dire que si je connais l'espérance de quelque chose et que je le mets ensemble avec d'autres individus, je connais l'espérance de chacun, ou alors on peut dire la chose, par exemple, si on connaît la performance moyenne de chaque individu, quand on les met ensemble, en moyenne, on peut s'attendre à leur performance moyenne. Ou alors, on peut se dire, OK, si on a la moyenne de chaque individu, de la moyenne donc, de chaque individu dans une classe donnée, et quand on met tous les individus ensemble, on peut essayer de trouver la moyenne de la classe en faisant juste la moyenne de la moyenne de chaque individu. C'est-à-dire que ça, c'est d'abord l'espérance qu'on a. Et on essaie d'évaluer la variable là, en question. Parce qu'en fait, ce qui... Oh, désolé de vous interrompre. En fait, ce qui me paraissait vraiment compliqué là à comprendre, c'est le fait que quand je prends ZT comme une série temporelle, si je prends ZT comme une série temporelle, donc je prends Z de 1, je trouve ça comme étant quelque chose de ponctuel là, et j'arrive pas à comprendre que non, oui, là tu es dans... C'est que tu es... OK. Et voilà, c'est qu'il y a deux principes. Il y a deux principes en économétrie ou en statistique. C'est que il y a d'abord la variable observée. Tu vois, tu es dans les cas pratiques. C'est que tu as déjà observé. OK? Quand tu prends une série temporelle où tu as déjà une base de données, tu peux observer de 1990 en 2020. OK? Chaque élément, en fait, n'est qu'une réalisation d'un processus stochastique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire le fait d'observer le PIB en 2019 qui est égal à 1000 dollars et 1000 milliards de dollars, ça, c'est un réel. Ça, ce n'est pas une variable aléatoire.
OK. Maintenant, OK. il y a une variable aléatoire qui a généré ce réel-là. Par exemple, quand on prend un dé, avant de jeter le dé, il y a 6 possibilités. Mais une fois qu'on jette le dé, on verra seulement un seul chiffre. Donc, le chiffre qu'on a obtenu n'est pas une variable aléatoire. C'est une réalisation d'un processus même qui est aléatoire. Par exemple, le jet des dés, là, on peut avoir 6 chiffres différents, mais dont on ne sait pas exactement celui qui va apparaître. Mais une fois qu'on voit la réalisation, c'est quelque chose qui est connu. Ce n'est plus une variable aléatoire. Et donc, ce ZT-là, ce n'est pas une observation. C'est vraiment une variable aléatoire à la date T. Donc, en 2019, voici le PIB, enfin, le processus qui a généré le PIB en 2019. Ce processus est aléatoire en soi. Il peut donner n'importe quelle valeur. Mais on a une espérance sur lui. Et en 2020 aussi, on a ZT plus 1 qui suit aussi une loi qui peut donner une valeur du PIB en 2020. Maintenant, quand on essaie de trouver la moyenne, ok? Voilà, ça c'est vraiment l'empirique. La moyenne empirique, dans la réalisation maintenant, la moyenne empirique converge vers l'espérance. Donc, ça, un processus qui est stochastique, on ne peut pas connaître sa moyenne empirique. On ne connaît que l'espérance de la chose parce qu'elle est encore aléatoire. Mais on est en train de se dire que dans la vraie vie, on peut se fier juste à l'espérance, okay, de cette variable aléatoire pour avoir une idée donc, de la moyenne empirique. Okay? Donc, la moyenne empirique et l'espérance sont approximatifs. Donc, on peut dire que les deux peuvent être assimilés. Merci bien. Donc, je rappelle juste pour les autres, un processus stochastique, c'est différent donc des réalisations ou bien d'une chaîne, d'une série temporelle. Okay. Une série temporelle n'est qu'une série de réalisations des processus stochastiques. Le processus stochastique en soi, c'est vraiment dans la théorie, c'est la probabilité. Mais les séries temporelles, c'est dans la pratique. C'est des choses qu'on voit, c'est des réalisations, on peut faire des statistiques là-dessus. Mais les variables aléatoires, on fait de la probabilité. Donc, ça aussi, la différence entre probabilité et puis statistique. La probabilité, c'est avant la réalisation et la statistique, c'est après la réalisation. OK. Parfait. Et voilà, donc le théorème central limite aussi est là. La seule différence, c'est que cette fois-ci, vous devez garder ça. Donc, on peut appliquer cette loi qu'on a maintenant pour montrer la convergence de bêta chapeau, comme je l'ai expliqué tantôt. Donc, la seule différence, c'est juste que celui-là ne converge plus vers 0 directement, mais ça converge vers la limite de la moyenne des espérances aussi, qui lui-même aussi est 0, donc on retombe sur nos pieds qui est 0. Sauf qu'il faut simplement comprendre ce qu'on fait ou ce que vous faites quand vous écrivez que, OK, en utilisant la loi des grands nombres, mais en utilisant la loi des grands nombres, on ne tombe pas directement sur 0 en même temps, on tombe sur la limite qui en soi, lui-même est 0. Okay. Il faut vraiment faire attention. Oui, oui prof. Oui. OK. J'aimerais savoir, lorsqu'on travaille par exemple sur les marchés financiers, est-ce qu'on suppose, on veut peut-être observer l'évolution par exemple du coût d'une action. Est-ce qu'au préalable, on suppose que la variable est IID ou on suppose que c'est non IID? Ouais, comment est-ce qu'on se décide de travailler en considérant que c'est une idée et comment est-ce qu'on décide de travailler en supposant que ce n'est pas une idée? Et aussi, comment est-ce qu'on choisit la loi? Parce que il faudrait bien qu'on utilise ce que nous faisons sur le marché de l'emploi. Ou bien c'est chaque organisation qui a déjà sa façon de travailler, qui pour tel type d'action va travailler avec telle loi et pour tel type d'action va travailler avec telle loi, je ne sais pas.
I don't know. Ben, c'est une très belle question qui est vraiment de pratico-pratique, c'est-à-dire comment est-ce que tout ce qu'on voit de manière théorique, on va pouvoir l'appliquer. Bon, premièrement, j'aimerais quand même donner l'information que ben, professeur Douglas, c'est un théoricien, hein, il est vraiment dans la théorie et puis c'est pas vraiment de la pratique. Mais moi, je vais vous dire, en économétrie, par exemple, sur le marché financier, quelqu'un qui a les données, qui veut faire vraiment de l'économétrie, pouvez voir le cours des choses, avec quoi donc ces variables-là dépendent, ou bien c'est quoi les liaisons et tout. C'est de l'économétrie appliquée. Ça, c'est de l'économétrie appliquée. Mais sauf que ce que nous faisons ici, ce n'est pas de l'économétrie appliquée, c'est vraiment de l'économétrie. Alors, l'économétrie appliquée, on ne va pas chercher à savoir quelle loi ça suit. On connaît un peu les hypothèses qui sont faites, par exemple, sur les modèles MCO, on connaît les hypothèses qui sont faites. Donc, une fois que vous estimez un modèle, donc avec les commandes qu'on a donc dans MATLAB, Stata et tout, pour faire l'estimation, il va falloir que vous vérifiez que toutes les propriétés ou bien toutes les hypothèses dès le départ sont vérifiées. C'est-à-dire que vous venez d'estimer le modèle, vous devez recueillir les erreurs des estimations, vous devez vérifier que ces erreurs suivent une loi normale, vous devez vérifier que ces erreurs sont non autocorrélées, vous devez vérifier que ces erreurs sont homocédastiques avant de pouvoir conclure que votre modèle est bon, si c'est MCO. Si c'est un modèle de maximum de vraisemblance que vous avez, bon, dans ce cas, vous n'avez plus à vérifier ce genre d'hypothèses. Et vous devez vérifier les hypothèses qui sous-entendent donc au modèle d'hétérocédasticité. Maintenant, ce qui concerne donc l'hypothèse de la loi normale, pour que bêta chapeau suive une loi normale, il faut que les erreurs suivent la loi normale. C'est pour ça qu'il faut aller faire le test de normalité sur les erreurs. Okay? Parce que la normalité de bêta chapeau vient du simple fait qu'on a supposé que epsilon suit une loi normale. Une loi normale, tout à fait. Donc, on ne peut pas voir, après tout le bêta chapeau qu'on voit, c'est juste un réel qu'on voit. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quelle loi ça suit. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller récupérer les erreurs et puis voir si elles suivent une loi normale. Parce que c'est ça l'hypothèse de départ, que les erreurs suivent une loi normale. D'accord. Donc, c'est comme ça se fait. Donc, ça se fait post-estimation. Donc, après estimation, on vient vérifier ces hypothèses-là. Si ces hypothèses sont vérifiées, c'est bien. Okay, on dit que tout ce qui a été fait est correct. Merci. Mais ici, donc, on nous présente un peu... voilà, OK. C'est quoi l'utilité de tout ceci? C'est qu'on nous présente, une fois que tu arrives à montrer que les erreurs sont sur une loi normale, c'est que tu peux dire à haute voix que ton bêta chapeau aussi suit une loi normale. Tu peux même affirmer qu'il est convergent parce que tu as montré que les erreurs sont homocédastiques, okay? Ou bien et non autocorrélées parce que tu avais déjà montré théoriquement que quand les erreurs sont non autocorrélées, homocédastiques, en utilisant la loi des grands nombres, là, tu peux montrer que bêta chapeau converge vers bêta. Et ça, c'est un résultat théorique. Merci. Voilà. Merci. Bienvenue. OK. Voilà donc ce cas où, donc là, on est encore rassuré que même si les erreurs sont autocorrélées, bêta chapeau est toujours convergent. Il est toujours convergent, même s'il sera biaisé cette fois-ci. Bon, on n'a pas montré le biais, mais il sera biaisé cette fois-ci. OK. Donc, on a la garantie de la convergence de bêta chapeau. Mais je vais vous donner une information. En économétrie, on préfère un paramètre qui converge, okay, un paramètre qui est convergent et qui est biaisé, plutôt qu'un paramètre qui n'est pas biaisé, mais qui n'est pas convergent. Donc, la convergence est toujours appréciée. Quand un paramètre est convergent, c'est qu'on est sûr que quand on a des données sur une longue période, c'est-à-dire 30 observations par exemple, on est sûr que le paramètre qu'on a estimé évalue ou bien traduit la réalité. C'est-à-dire qu'il converge vers bêta, parce que la réalité, c'est bêta en soi. Mais ce qu'on regarde, c'est juste bêta chapeau. Donc, on peut dire que bêta chapeau converge vers bêta, et si on peut l'affirmer, c'est bien. Okay. Mais si ça ne converge pas,
c'est que ce n'est pas bien. C'est comme si on s'éloigne de bêta chapeau à un moment donné. Ah, on s'éloigne de bêta plutôt. Bêta chapeau s'éloigne de bêta parce que ça ne converge pas. Donc la convergence est vraiment importante. Et ici, on veut trouver aussi la loi asymptotique. OK? Bon, pourquoi toujours la loi asymptotique? Ben, parce que on va toujours faire les tests après. Okay. Et donc, la statistique de Wald dont Alexandre a parlé tantôt, donc se base sur le fait que ce bêta chapeau, donc il y a une statistique et quand ça suit une loi normale, okay, donc cette statistique va suivre une loi de Key2 ou bien de Fisher, donc dépendamment donc, de la variance. Donc, si tel est le cas, donc la connaissance de la loi de bêta chapeau est importante asymptotiquement. C'est-à-dire la connaissance de la loi asymptotique est importante. OK. Donc, on va encore essayer de trouver la loi asymptotique donc, de bêta chapeau. OK. Donc, ici, le théorème central limite encore nous aide. Le théorème central limite nous aide. Donc, on avait dit que vu que les epsilon t et xt ne sont plus indépendantes et identiquement distribuées, on ne peut pas conclure directement que, d'après le théorème central limite, ceci va converger vers une loi normale, 0, et puis la variance de ça. Parce que ce n'est plus la variance de ça qui compte, mais la limite de la somme des variances de ça, donc, plus les sommes donc, des covariances. OK. Donc, à la limite, je vous montre la formule initiale. C'est ça. Donc, la limite donc, de 1 sur t, l'espérance de ceci. Je pense que dans la formule ici, il y a l'espérance qui manque. Il y a juste une espérance ici qu'on doit mettre. Il y a l'espérance de epsilon t carré xt prime. Ici aussi, okay, ici il y a l'espérance. Ici aussi, il y a une espérance qui manque. OK? Voilà. Donc, cette valeur, ce n'est plus juste la variance unique donc de xt epsilon t comme on l'avait fait le vendredi dernier, mais c'est plutôt une limite vraiment sur toutes les espérances et les variances. OK. Donc, on peut encore utiliser Slotsky. On peut utiliser Slotsky vu qu'on sait que celui-ci converge vers Qx-1 et que ceci va converger vers cette loi. OK. Alors, d'après Slotsky, tout ceci va converger vers Qx-1 fois ça. Voilà. Donc, il va converger vers Qx-1 fois la loi normale. Et je vous ai dit que la variance d'une matrice fois une variable aléatoire, ça fait donc cette matrice fois la variance de cette variable aléatoire fois cette matrice transposée. OK. Transposé de ça, c'est lui-même. C'est Qxx, c'est symétrique. OK. Donc, si tel est le cas, bêta chapeau converge vers une loi normale asymptotiquement. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Pas de questions? Parfait. Alors, on va regarder un petit rappel sur les variables instrumentales. Donc, on va considérer le modèle linéaire standard. OK. On va considérer encore toutes les autres propriétés. Donc, les xt qui ne dépendent pas donc, de epsilon t et que on a l'espérance de xt prime qui est une matrice qxx qui est exogène et que k, bon, ici on a besoin juste de le préciser, k c'est vraiment le nombre de variables. C'est-à-dire, vous savez que ce xt, je vous avais dit que c'est
c'est un vecteur ligne. Okay? C'est un vecteur ligne. Donc, c'est comme une observation pour un individu. Et donc, un individu, c'est quoi, je ne me rappelle pas, un individu, ou bien une ligne ou une observation, c'est-à-dire, ou bien à une période donnée, on observe donc le PIB, on observe le taux d'inflation, on observe le taux d'intérêt. Donc, il y a plusieurs variables qui sont consignées donc dans ce vecteur. Okay? Le taux d'intérêt à la date T, le PIB à la date T, et donc, on a ça. Et maintenant, donc, il y en a K. Bon, faut pas, dans ce cas aussi, il y a la constante là-dedans. Okay? Pour ceux qui ont fait le ECO 8600 avec Douglas, vous vous rappelez bien, ce cas comporte donc le nombre de variables en plus la constante. Donc, supposez que le nombre de variables en soi, c'est K-1. Donc, avec la constante, ça fait K. OK. Parfait. Alors, on suppose donc que epsilon quand même est indépendante et identiquement distribuée. Sauf que ce n'est pas exogène. C'est-à-dire on voit de l'endogénéité. C'est-à-dire que les erreurs ne sont pas indépendantes de xt. Souvent, ça arrive quand on fait la régression du niveau d'investissement ou bien du PIB sur le niveau d'investissement, quand on trouve des erreurs qui ne sont pas indépendantes donc du niveau d'investissement. Donc c'est comme si il y a le résidu a un effet en fait sur la variable explicative. Donc il y a un lien entre la variable explicative et le résidu. Okay. Souvent c'est quelque chose de ce genre. Et donc pour résoudre le problème d'endogénéité, ce que les économètres ont fait, donc il y a de cela très longtemps, c'est de trouver des instruments. C'est quoi un instrument? Ce n'est rien d'autre qu'une variable, okay, qui sera, elle, indépendante des erreurs et qui sera quand même liée à xt. Okay? Donc, un instrument, c'est une variable qui va pouvoir expliquer xt, mais elle qui ne va pas dépendre au moins des epsilon. Donc, on avait quand même cette équation au départ, mais on se rend compte que epsilon t dépend de xt. Enfin, il y a un lien entre les deux. Il y a des erreurs qui se retrouvent là-dedans, qui sont corrélées avec les epsilon t et xt. Donc, pour résoudre ce problème, on va trouver une variable en dehors qui s'appelle zt, qui va pouvoir expliquer xt, mais ce zt qui ne va pas dépendre de epsilon t. Donc, le problème est résolu. Donc, juste pour vous donner un petit rappel, je sais que bon, il y a un papier que Acemoglu avait fait, c'est pour évaluer par exemple donc le fait si une colonie était une colonie de peuplement ou bien d'exploitation, ou bien si la colonie était favorable aux Blancs. Il prenait simplement le nombre de colons morts par les moustiques, quelque chose de ce genre, ou bien par des maladies qui ne sont pas occidentales. Donc, pour dire que, OK, si le nombre de colons morts à cause donc de ces infections qui ne sont pas des maladies qui se trouvent chez eux, donc ils vont moins aimer donc cette zone-là. Donc, quelque chose de ce genre. Donc, pour dire que cette variable va expliquer effectivement leur présence, mais elle ne va pas expliquer le fait, j'ai oublié la variable explicative qu'ils voulaient expliquer à l'époque. Mais ils ont pris ça comme instrument et ils ont expliqué. Non, ça me. Je peux vous trouver un autre exemple. C'est de. Je prends le marché financier. Ou je prends le. Je peux prendre le. Par exemple, donc prenons peut-être le développement financier. Et on veut régresser le PIB sur le développement financier, mais on se rend compte que le développement financier est corrélé
au thème d'erreur. Donc, on peut essayer de trouver une variable qui ne va pas être corrélée au thème d'erreur, mais qui explique le développement financier. Par exemple, on peut voir les crédits accordés aux ménages ou bien le nombre de personnes qui possèdent des comptes bancaires, je ne sais pas. Donc, une variable vraiment qui sera vraiment exogène, qui, quand on le met, on se rend compte qu'elle n'est pas dépendante de epsilon t, mais qui explique quand même, qui pourrait être un proxy de xt. Okay? Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va régresser xt sur cette variable zt et on va recueillir les estimés xt chapeau. Donc, quand on a xt chapeau, ce sont les xt chapeau qu'on va mettre maintenant donc, dans la régression, la nouvelle régression. Donc, c'est comme ça qu'on le fait dans la pratique. Okay. Donc, je vous donne juste des éléments pratiques. Vous n'allez pas faire ça ici, dans ce cours. Alors, revenons un peu à nos moutons. Donc, ce que je disais, c'est que dans ce processus, ou bien dans cette particularité des variables instrumentales, donc des modèles de variables instrumentales, ce qui cloche, c'est que les erreurs dépendent de xt. Donc, comment résoudre ce problème? Là, on va aller chercher des instruments. Enfin, quand on dit les erreurs dépendent de xt, c'est que l'espérance de xt epsilon t ne donne pas 0, quoi. Ça donne quelque chose qui est différent de 0. Alors, donc, le MCO qu'on avait, donc le bêta chapeau moins bêta, c'est 1 sur t. Bon, ça, on avait calculé ça. Ça donnait 1 sur t, xt prime moins 1 et 1 sur t, xt epsilon t. Donc, ceci, on savait qu'il convergeait vers qxx moins 1. Ça, on l'avait déjà montré parce que toutes les propriétés sont encore vérifiées. Et que ici, maintenant, ce qui se passe, c'est que celui-ci va converger vers quoi? D'après la loi des grands nombres, bien sûr, ils sont bon, c'est mieux que je le calcule pour vous. 1 sur t, parce que ce n'est pas, c'est pas indépendant. Xt epsilon t, ok, on avait dit d'après la loi des grands nombres tantôt, ça converge vers la limite donc de la moyenne des espérances. Ok. Espérance de xt epsilon t. Voilà. Maintenant, donc, cette espérance-là, on va essayer d'utiliser la formule des espérances itérées. Donc, on va avoir, excusez-moi.
OK. Donc, on va utiliser la formule des espérances itérées. Donc, cette espérance, ça fait normalement l'espérance de l'espérance. OK. De l'espérance de xt fois epsilon t. OK. Sachant xt. Et bon, vu qu'on sait que c'est sachant xt, le xt peut sortir. Ben, il vient là. Et donc, l'hypothèse, c'est que l'espérance de epsilon t sachant xt n'est pas 0. Donc, c'est ça, c'est delta. OK? Donc, ça va faire delta espérance de xt delta. Donc, le delta peut sortir. Donc, ça va faire delta espérance de xt. OK? Donc, ça fait le delta espérance de xt. Donc, maintenant, donc, ça, ici, vous pouvez remplacer maintenant, ici, tout ça, par delta espérance de xt. Bien sûr, le delta peut toujours sortir. Donc, quand vous faites la somme de l'espérance de xt, OK, 1 fois sur 1 sur t, ce n'est rien d'autre que la... Excusez-moi. Oups, c'est le confinement, le Covid qui oblige à donner des cours à la maison. Alors, Comment on fait ça pour sortir le... Je ne sais plus comment on appelle le signe, là, mais... delta. Delta, ouais. Comment on fait pour sortir le delta? J'ai pas compris ça. Oui, parce que c'est une constante. C'est une Ça dépend pas constante. ça dépend pas de t. OK. Sachant x, mais c'est pas sachant xt. Oui, ça c'est sachant xt. Hein. C'est l'espérance donc de epsilon sachant xt qui est donné par delta. Delta, c'est un vecteur donc, de réel, ce n'est pas quelque chose qui... Bon, bien entendu, on sait qu'une espérance, c'est quelque chose qui est réel. L'espérance n'est plus quelque chose qui dépend de t. L'espérance de epsilon t ne va plus dépendre de t. OK? C'est l'espérance de epsilon t sachant xt. Il ne dépend plus de t. OK? OK, donc cette espérance, ce delta va sortir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ça par delta. Delta espérance de xt. Donc le delta, lui, il va sortir de tout ceci. Donc on aura quelque chose de 1 sur t à la fin. Bon, bien sûr, la limite aussi. Hein. Donc delta limite de 1 sur t, somme des espérances de quoi? Pour voir si vous suivez. Je mets quoi ici? xt. OK. Voilà, donc xt. Voilà, donc ça va faire comme... Ça, c'est la moyenne
Si vous voulez, je peux le faire entrer. Hein. Ça fait l'espérance de la moyenne des XT. OK? Et donc, la limite donc de la moyenne des espérances ou donc de l'espérance de la moyenne de XT, ça donne... Dans ce que vous venez d'écrire, monsieur, il ne manque pas delta. Oh oui, j'avais dit qu'il devait y avoir un delta à côté, quoi. Ah, OK. Le delta et puis la limite, bon, je ne l'ai pas... Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça qu'on obtient, mais cette expression, donc je pense que dans les hypothèses, on nous a donné l'espérance de XT. Donc on a dit XT, bon, sur une loi indépendante identiquement distribuée, donc ils sont tous pareils, ils ont la même espérance, ok. Donc la moyenne de... Tout ça, c'est la même chose pour tout le monde, pour tout le T. Donc, on peut le remplacer par une constante, je ne sais pas, X. OK. Donc, tout ceci va être comme une constante, quoi. Tout ceci est une constante. Est-ce que vous me suivez? OK. Parce que les XT sont indépendantes et identiquement distribuées. OK. Donc, leur espérance est constante. L'espérance des XT est constante. Et bien sûr, si elle est constante, c'est que sa somme, ça va faire grand T fois cette constante. Donc, divisé par grand T. Donc tout ceci, ça va faire cette constante, quoi. OK. Donc, ça fait comme quelque chose à delta près. Delta fois une constante. OK. Parfait. Pourquoi c'est une constante? Oui. Pourquoi c'est une constante? Parce qu'on avait dit que les XT sont indépendantes et identiquement distribuées. Donc, sur la même loi, donc leur espérance, l'espérance de XT, c'est l'espérance de XT-1, c'est l'espérance de XT-2. Donc, l'espérance de XT, vraiment, ça ne dépend pas de T. C'est une constante. Si toi et moi, on a la même moyenne, c'est que la moyenne ne dépend pas du temps, ou bien ça ne dépend pas de qui, ne dépend pas de nous, quoi. C'est la même. Donc, même si on change de personne, la moyenne reste toujours la même. Donc, même si on change de T, ça reste toujours la même valeur. Okay, c'est ça, ça veut dire. OK. Alors, donc, ne perdons pas de vue. Là où on était, c'était que où est-ce que je vais faire converger ça? D'abord, donc, on sait que ceci converge vers donc, QX-1 et ceci va converger vers... bon, c'est un peu... Attends, je vois. C'est dangereux de faire ça. Ah oui, c'est vrai, ils sont encore indépendants. Ouais, bon, on peut toujours utiliser le théorème, mais c'est quand même, je pense qu'il y a une erreur ici. Ici, c'est pas delta, hein, c'est delta fois quelque chose. OK? C'est delta fois une constante. Bon, bien sûr, c'est à delta près, mais c'est pas delta, quoi. C'est ça. C'est petit delta fois un petit quelque chose. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on va trouver le même résultat parce que c'est de prouver que ça ne donne pas 0. OK? Ça ne donne pas 0 cette fois-ci, comme avant.
Si c'était avant, on allait faire, ça va donner ce 0 en fait. Delta sera égal à 0, donc, mais ça ne donne pas 0 cette fois-ci. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un bêta chapeau moins bêta qui converge vers Qx moins 1 fois delta, okay, fois une constante. Ok, donc ça, c'est différent de 0. Alors, si c'est différent de 0, c'est que bêta chapeau va converger vers bêta plus quelque chose. Donc, bêta chapeau ne converge plus. Et là, si bêta chapeau ne converge plus, c'est que c'est grave. Ce n'est plus intéressant. Donc, on ne peut plus utiliser cet estimateur 1 sur t, ist prime moins 1, voilà, fois la somme de ist epsilon t, ist prime et yt. On ne peut plus utiliser cet estimateur-là. L'estimateur MCO n'est pas convergent. Donc, s'il n'est pas convergent, bon, vous estimez votre modèle tranquillement, alors qu'il y a de l'endogénité dans votre modèle. C'est que votre modèle n'est pas bon parce que bêta chapeau que vous avez trouvé n'exprime pas la réalité, c'est-à-dire il n'est pas convergent. Et s'il n'est pas convergent, ben, c'est pas bon du tout. Il faut que vous ayez checké pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'endogénité dans votre modèle. Donc, s'il y a l'endogénité, donc vous devez dire, ah, c'est que ce n'est pas bon. Est-ce que mes erreurs sont corrélées avec ma variable? Donc, vous voyez? Donc, ça, c'est une hypothèse de départ qu'on supposait. On supposait que espérance de epsilon t ist égale à 0. On supposait ça avant. Et si c'est vérifié, paf, il y a la convergence. Mais si ce n'est pas vérifié, ben, il n'y aura pas la convergence. C'est pour ça qu'après avoir estimé un modèle, vous retournez maintenant, vous prenez les erreurs, vous prenez les variables, et puis vous essayez de voir si il y a une corrélation entre les deux. S'il n'y a pas de corrélation, bravo, c'est bien. Vous allez dire, OK, vous n'avez pas un problème d'endogénité. Mais s'il y a une corrélation, donc il y a un problème d'endogénité qui se pose, là, il faut aller chercher des instruments. Et je vous avoue, c'est quand même assez difficile d'aller trouver des variables qui pourront expliquer votre variable explicative et qui ne seront pas corrélées aux erreurs. C'est assez quand même laborieux. C'est l'objet des débats parmi les économistes. Certains trouvent des instruments et disent « Ah, j'ai trouvé cet instrument. » Et d'autres disent « Non, ben, ce ne sont pas de bons instruments parce que ceci. » D'autres disent « Ah non, en fait, ta variable là, que tu arrives à justifier. » Parce que le problème, c'est d'arriver à trouver une variable qui n'est pas corrélée avec les erreurs. Là, tu peux le prouver au moins de manière avec les calculs empiriques. Tu vas dire « Ok, voici tes données. » Tu vois que tes erreurs ne sont pas corrélées à tes instruments. Mais comment tu arrives à justifier que tes instruments expliquent réellement donc ta variable explicative? C'est là que le débat se pose. Parce que quelqu'un va aller trouver des instruments, va dire non, en fait, il y a vraiment un lien entre ces deux, parce que ceci fait ceci. Donc, ça devient un discours. Et c'est là que le débat se... Donc, quand quelqu'un trouve un instrument, on le critique en disant non, c'est pas très bon cet instrument, parce que le lien vient peut-être d'autre chose et tout. Donc, c'est ça aussi le travail. En tout cas, pour ceux qui vont faire vraiment de l'économétrie et qui ne font pas ce cours-là juste pour la maîtrise ou pour aller faire d'autres travaux qui ne seront pas de l'économétrie, vous aurez, c'est avec comment on dit, la learning by doing. Donc, c'est avec l'expérience que vous allez aussi découvrir vraiment les complications, donc, les différents domaines, difficultés qu'on a donc dans l'économétrie. Okay. Donc, notre paramètre bêta chapeau ne converge pas. Et c'est là qu'on doit aller chercher des instruments. Donc, en effet, on ne peut pas estimer delta. Delta ne peut pas être estimé. Et epsilon t chapeau, vous connaissez sa valeur, c'est vraiment yt moins yt chapeau. Okay. Yt chapeau qui est égal à ça. Donc, puisque bêta chapeau ne converge pas vers bêta, okay. Donc bêta chapeau ne converge pas vers bêta, donc vous allez voir yt moins xt prime bêta chapeau non plus ne va pas converger vers yt moins xt prime bêta. Donc epsilon t chapeau ne va pas converger vers epsilon t.
Et si epsilon t chapeau ne converge pas vers epsilon t, alors les erreurs qu'on a, les estimés qu'on a ne sont pas vraiment les erreurs dans la réalité. Donc, on s'éloigne vraiment de tout. OK? On s'éloigne vraiment de tout. Ce n'est plus bon. Rien n'est bon. Donc, voilà, c'est ça. La conclusion ici, c'est que l'estimateur est inutile. OK? L'estimateur est inutile. Donc, on va faire appel aux variables instrumentales. Donc là, bon, je sais que vous connaissez déjà la définition de variable instrumentale et tout ça, mais bon, je l'ai mis ici juste à titre indicatif. Donc, une variable instrumentale donc, doit d'abord être elle-même indépendante et identiquement distribuée, mais le nombre de variables, c'est-à-dire que si vous trouvez des variables, des instruments pour expliquer une variable x, il faut que au moins les instruments soient au moins une variable, c'est-à-dire, doucement. Vous voyez ici, le xt en question, je vous avais dit qu'il y a la constante là-dedans, il y a le k-1 autres variables là-dedans. OK? Bon, c'est bien entendu, le modèle tel que Douglas va vous le présenter, c'est qu'on va instrumenter tout le monde, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, si on a plusieurs variables explicatives, x1, x2, x3, x4, x5, mais c'est juste le x5 qui est corrélé avec les erreurs, donc c'est avec lui qu'on va avoir affaire. On va laisser les 4 autres, on ne va pas s'en occuper. C'est x5 qu'il faut instrumenter maintenant. Donc x5, comme c'est une seule variable, il faut que vous arriviez à instrumenter x5 avec au moins une variable, c'est-à-dire soit 2 variables qui arrivent à instrumenter x5 ou bien une variable qui arrive à instrumenter x5. Ou alors si c'est x3 et x5 qui sont corrélés avec les erreurs, pour instrumenter x3 et x5, il faut que vous ayez au moins 2 variables pour instrumenter x3 et x5. Vous ne pouvez pas prendre une variable et vous régressez 2 variables sur une variable pour l'instrumenter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ici, on nous dit que le L doit être plus grand que K. L, c'est la dimension des instruments. Donc, ZT contient L variables qui vont instrumenter K variable okay, qui est XT. Okay? Donc, L doit être supérieur ou égal à K pour que ce soit des instruments. Okay? C'est comme quelqu'un qui roule en voiture et qui n'arrive pas à traverser, donc, je ne sais pas, la boue, ou bien la route, ou bien la neige. Et donc, avec son 4x4, il n'arrive pas à le traverser et il veut aller prendre un vélo pour pouvoir y aller. Donc, c'est peine perdue, là. OK. Donc, il faut prendre mieux. Alors, donc, on va donner quand même quelques caractéristiques. Donc, on dit que les éléments de ZT sont alors des variables instrumentales, pour X, bien entendu, si, premièrement, au moins elles ne sont pas corrélées aux erreurs. Donc, ZT n'est pas corrélé aux erreurs. Et deuxièmement, ZT, donc, bon, ça, ce n'est pas une condition, mais c'est une réalité. L'espérance de ZT XT', on donne donc la matrice de variance-covariance de Z de X. Et que certains éléments de XT peuvent être aussi dans ZT. Bon, ici, quand on dit ça, c'est parce que, en fait, ce n'est pas tous les éléments de XT qui ont besoin d'être instrumentés. Donc, si tous les éléments de XT n'ont pas besoin d'être instrumentés, vous allez juste conserver les variables qui n'ont pas besoin d'être instrumentées et instrumenter seulement celles qui ont besoin d'être instrumentées. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a beaucoup de formules mathématiques ici, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la variable ZT ne doit pas être corrélée à l'erreur et la variable ZT doit pouvoir expliquer X. Okay? Elle doit pouvoir expliquer X. OK. Alors, OK, bon, ce que j'expliquais tantôt, c'est ça. Donc, il dit certains éléments de XT peuvent être aussi dans ZT, par exemple, s'il existe I, donc de 1 jusqu'à K, tel que l'espérance de XI T, epsilon T égale à 0,
Donc, IST pouvait être dans ZT. C'est-à-dire I n'est pas corrélé à epsilon T, donc on le conserve dans ZT. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, à ce niveau? Vous m'avez perdu tantôt. C'est quoi qu'on a démontré quand on a dit que delta fois la constante? On en est arrivé à quoi avec ça, là? On arrive à montrer que bêta chapeau n'est pas convergent. OK. Bon, pour ceux qui veulent prendre la pause, bon, je rappelle qu'on va finir bientôt, donc il n'y a pas lieu de se séparer encore pour 15 minutes pour se revenir. Okay. Donc là, on va montrer comment un instrument va rendre ça convergent, c'est ça? Oui, c'est ça en fait, effectivement. Donc, on va trouver un instrument qui va rendre donc notre estimateur convergent. C'est-à-dire qu'on va instrumenter et puis on va trouver un nouvel estimateur et on va montrer que ce nouvel estimateur, lui, il converge. OK. Prof, Oui. j'aimerais savoir sur MATLAB, là, si je ne me trompe pas, c'est bien possible d'étudier la convergence d'un estimateur sur MATLAB, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oh, non. Non? Non. Parce que je voulais savoir de manière concrète, comment est-ce que, après avoir eu mon estimateur bêta chapeau, comment est-ce que je fais pour savoir donc qu'il est convergent quand j'utilise par exemple un logiciel comme MATLAB, je fais comment est-ce que voilà, c'est ça, si je suis un peu embrouillé là. Oui, c'est ça en fait. Je pense que en fait, c'est tout l'objet du cours de Douglas. C'est vraiment de prendre tous les cas de théorie pour montrer que, OK, dans quel cas on observe ça, dans quel cas on observe ça. Donc, vous allez voir que, premièrement, ce que j'ai présenté, j'ai essayé de... Donc, dans un premier cas, on était dans toutes les conditions étaient favorables, les erreurs sont homoscédatiques, non autocorrélées, les erreurs sont non corrélées aux variables explicatives, et tout était correct. Et on a vu que, OK, bêta chapeau converge, bêta chapeau sur une loi normale asymptotiquement. Parfait. Il n'y a rien à vérifier, tant que ces conditions sont vérifiées. Maintenant, on a essayé de changer la condition de non-autocorrélation. Et on voit que il y a toujours la convergence. Maintenant, ici, on essaie de changer maintenant l'hypothèse de la non-indépendance entre epsilon t et xt. Et une fois qu'on a changé ça, on réalise que, OK, ça ne converge pas. Donc, en fait, ce qui garantit la convergence, c'est qu'il faut que epsilon t et xt ne soient pas liés. Okay? Donc, cette hypothèse-là, il faut que tu le testes après avoir fait ton estimation. C'est-à-dire que tu regardes dans tes données, est-ce que les erreurs sont corrélées aux variables explicatives? Aux variables explicatives, ok, parfait. Donc, s'il y a une corrélation entre les erreurs et les variables explicatives, ça te donne des mots de tête. Ok. Tu dois prendre Tylenol, ibuprofène parce que tu as du travail à faire. C'est là que tu penses à intégrer des variables instrumentales. Voilà. Ici, ça. Voilà. Et comment trouver les variables instrumentales? C'est là que tu vas commencer à réfléchir. Quelle variable pourrait expliquer ma variable sur le marché ou bien sur ceci, mais qui ne va pas être corrélée. Donc, tu vas prendre toutes les variables possibles qui pourront l'expliquer. Et à chaque fois, tu vas essayer de voir est-ce que ces autres variables-là sont corrélées avec les erreurs. C'est un peu ce travail-là. Et veiller à ce que toutes les hypothèses respectent une certaine théorie économique ou financière. Okay. Exactement. Donc, quand la théorie est vérifiée, donc tu es sûr que ton paramètre converge. Ok, merci. Voilà, donc c'est ça. On va essayer donc de trouver notre nouvel estimateur, bêta tilde. Donc, ce nouvel estimateur, il est donné par bêta tilde égale donc zt xt prime moins 1, somme des zt yt. OK. Est-ce que je vais montrer ça? OK.
Je vais vous expliquer le... Bon, les modèles variables instrumentales sont encore appelés donc des les doubles moindres carrés ordinaires. J'espère que vous avez déjà entendu cette expression, double moindre carré. Donc, à quoi ça consiste? C'est que vous faites d'abord une régression et ensuite vous faites encore une autre régression. C'est-à-dire que la première régression qu'on voulait faire, c'est y égale x bêta plus epsilon. Et bien, on voit qu'il y a un problème qui s'opposait. Donc, on va instrumenter x par zt. Donc, on va d'abord estimer x sur z. Donc, je vais mettre z alpha plus eta. OK. Donc, on va faire cette estimation. Cette estimation, vous savez ce que ça donne le coefficient. Donc, on va avoir le coefficient alpha chapeau qui va être égal à z prime z, OK, moins 1 fois z prime x. On est d'accord? Ça, c'est alpha chapeau. Oui. Le dernier signe, c'est un z alpha plus quoi? Z alpha plus eta. C'est quoi ça? Bon, c'est comme epsilon, le thème d'erreur, quoi. Parce que ça, c'est un modèle. OK, ça, c'est le premier modèle, le modèle numéro 1 qu'on veut estimer. Mais il se pose un problème. Donc, on va aller faire, donc, on va instrumenter x en régressant x sur z. Donc, j'ai mis, je ne peux pas mettre encore bêta ici ou bien epsilon au risque de vous confondre. Donc, ce n'est pas les mêmes coefficients, quoi. Si je mets encore bêta et epsilon, ça va vous confondre là. Donc, c'est pour ça que j'ai mis alpha et eta. Sinon, c'est le coefficient de l'estimation et les thèmes d'erreur que j'ai juste mis. C'est bon, Alex? Ça, c'est le coefficient bêta. Parce que ça, c'est une estimation. Donc, ça, c'est la variable dépendante. Ça, c'est la variable explicative. Ça, c'est le coefficient de l'estimation. Ça, c'est les erreurs de l'estimation. Et exactement comme ici, là. OK. Donc, ici, quand on fait la première estimation, on a alpha chapeau. Donc, on peut maintenant trouver x chapeau, donc l'estimé, qui sera simplement z fois alpha chapeau. OK. Et vous allez voir que z fois alpha chapeau, ça va faire z multiplié par z prime z moins 1 fois z prime fois x. OK. Et c'est ça, en fait, que vous allez que c'est ça qui va être estimé ici. C'est-à-dire que dans la première, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini ça, vous allez remonter maintenant pour faire votre estimation. Donc maintenant, dans votre nouvelle estimation, maintenant serait ça. Ça ne sera plus x, mais ce sera x chapeau. C'est-à-dire z. Bon, je vais mettre x chapeau en supposant que vous me suivez. X chapeau fois bêta plus epsilon. Donc, c'est le modèle qu'on va estimer maintenant. Ce ne sera plus x, mais x chapeau. Et donc, on va trouver un nouveau paramètre bêta tilde qui sera égal à x chapeau prime fois x chapeau le tout moins 1
fois X chapeau Y. Et donc, c'est un travail laborieux. Vous allez prendre maintenant X chapeau, vous le remplacez. X chapeau, vous le remplacez. Okay. Vous allez voir que, bon, d'abord, je vais juste vous montrer. Si vous prenez X chapeau, ça va faire X prime Z multiplié par Z prime Z moins 1 fois Z prime. Z prime va se retrouver à droite. OK? Je vais écrire X chapeau prime. OK, ça c'est X chapeau. Et ça, vous le multipliez par X. Donc, vous allez voir qu'il y a un certain Z prime Z qui apparaît là. Fois Z prime Z moins 1, ils vont se tuer. Et il va, vous allez voir que, ça c'est Z. Bon, je disais que il y a un Z. Bon, on va multiplier ça par ça. OK? Donc, celui-là va rester à gauche ici. Donc, le Z prime fois Z prime fois Z moins 1, ça va se tuer. Et il va rester maintenant X prime Z, ceci moins 1, fois Z prime X. OK? Qui va multiplier X chapeau encore. Donc, vous aurez maintenant le X prime, OK, fois Z, et Z fois Z prime moins 1 encore, fois Z prime fois Y. Et c'est ça, quand vous regroupez les Z, Z moins 1 et tout, vous allez voir qu'il va vous rester le Z, Y. Bon, l'expression finale, c'est ça qui est ici. Hein. C'est vrai que, bon, dans le coup, peut-être que vous n'avez pas. Donc, l'expression, ça donne simplement le ZX prime moins 1, le tout multiplié par ZY. OK? ZX prime moins 1, le tout multiplié par ZY. Donc, c'est l'expression finale que vous allez retrouver. Donc, ce nouvel estimateur, bon, vous pouvez le mémoriser simplement comme ça. Hein. Ce n'est plus X prime ni XY, mais c'est ZX prime ZY. OK? C'est la seule différence. Avant, c'était X prime moins 1 fois XY. Maintenant, c'est ZX prime fois ZY. Et donc, vous allez montrer que ça converge. OK? Pour montrer que ça, c'est convergent, on va faire le même travail. Okay. On va remplacer YT par son expression. On remplace, on développe, on regroupe ça, on va voir que ça va se casser, il va rester juste un bêta, plus maintenant cette expression face à celui-là. Donc, c'est cette partie qu'il faut gérer maintenant. Ce n'est plus XT prime moins 1, XT epsilon T, mais c'est ZT maintenant. Et donc, bien entendu, il y a des gens qui vont déjà anticiper cela parce qu'ils savent que ZT n'est pas dépendant de XT. Et ZT n'est pas dépendant de epsilon T. Donc, assurément qu'on va avoir 0 quelque part ici. Donc, ça va converger. Okay. C'est juste anticipation. Parce que dans le cas où epsilon T était indépendant de XT, on arrivait à montrer que ça donnait 0. Donc, dans ce cas où ZT aussi est indépendant, donc ça va donner assurément 0. Donc, c'est ça. On a appris à manipuler, à faire apparaître un cité pour utiliser la loi des grands nombres. Donc, la loi des grands nombres sur celui-là va donner espérance de ZT XT'. Et la loi des grands nombres sur celui-là
va donner l'espérance de zt epsilon t. OK? L'espérance de zt epsilon t qui est égale à 0, par hypothèse, parce que les deux sont indépendants, puisque l'instrument ne dépend pas de epsilon t. Donc, si tel est le cas, on va voir donc par Slotsky, tout ceci va converger vers qx x-1 fois 0. Donc, ça donne 0. Donc, bêta tilde est convergent. Okay, donc, le nouvel estimateur qu'on a maintenant à partir des instruments est un estimateur qui converge, alors que le bêta chapeau ne converge pas. Donc, si on a des erreurs qui sont corrélées avec les variables explicatives, le coefficient qu'on a ne converge pas. Donc, il faut aller faire donc la double moindre carré ordinaire, c'est-à-dire chercher des instruments pour faire la méthode des variables instrumentales. Donc, en faisant une estimation donc, de la variable explicative sur ces instruments, à récupérer les estimés de cette variable explicative et en la remettant maintenant donc, dans le modèle initial comme variable explicative. Donc, on va essayer de trouver aussi donc, la loi maintenant de cette variable bêta-tilde pour voir si elle suit une loi normale ou pas, pour voir si on peut interpréter les statistiques des tests, la significativité donc, des coefficients. Est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer la dernière partie? Non. Ok, effectivement, bon, une fois qu'on a tout exprimé en fonction de Z, le problème ne se pose plus, tout comme avant, parce que les ZT sont indépendants donc des epsilon t, donc on peut utiliser le théorème central limite sans problème. Ça va converger vers une loi normale 0, espérance de l'un d'entre les deux là. Ok. La variance plutôt, la variance de ça. Donc la variance de ça, vous savez ce que ça donne? Ça fait ceci façon prime. Donc ça fait zt epsilon t fois epsilon t prime, zt prime. Donc l'epsilon t fois epsilon t prime, vu qu'ils sont des réels, ça fait epsilon t carré fois zt prime. Donc ça va converger vers ça. Donc d'après le théorème central limite, ce bonhomme va converger vers une loi normale. Et d'après la loi des grands nombres, ce bonhomme va converger vers qzx moins 1. Donc, d'après Slotsky, on peut multiplier les deux. Donc, ça va converger vers qzx fois la normale. Et celui-là, pour qu'il entre, il va entrer et puis son prime va rester à droite. Et c'est tout. Je pense pour ma part que vous avez quand même une bonne partie du TP. Une bonne partie du TP. Bon, les statistiques, voilà, tout est donné dans le cours. Hein. En fait, il n'y a pas, même jusqu'à la fin, je n'avais pas vu quand même de nouveaux éléments assez différents parce que tout va suivre la même procédure. Donc, une fois que vous maîtrisez vraiment ces calculs une bonne fois pour toutes, je pense que vous allez passer une belle session. Et bien sûr, si vous suivez vraiment tous les cours du professeur, ok. Pour ce qui concerne donc les TP, il suffit vraiment de les faire, de les ramasser à temps. Vous aurez une bonne note assurément. Ok. Donc on va se pencher maintenant sur MATLAB. On va faire. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui, vas-y. Est-ce qu'il y aurait moyen, je sais que j'avais posé la question au dernier cours, il y aurait moyen d'avoir accès à ces notes-là que vous présentez? Ça? Parce que ça va quand même vite. Là. Je sais qu'on avait des notes similaires au premier cours, mais ce serait quand même pertinent. Oui, je vous l'avais envoyé, je pense. Hein. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ne l'ai pas reçu ou qui ne l'a pas vu. Là. Attendez. On a reçu le dernier, lui, du dernier cours. Je t'ai envoyé le dernier cours. Ouais. C'est ça, j'ai envoyé. Donc, je vais vous l'envoyer. On va recevoir celui-là aussi. Oui, je vais vous l'envoyer avec le lien YouTube. Là. Parfait. Ok. Bon, en tant que... je vais l'enregistrer d'abord, puis vous donner des conseils.